Julien Bayou. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous. Bienvenue d'ailleurs. Vous avez une nuit courte, une journée chargée. Vous revenez à peine d'une séance de négociation. Je crois que vous allez y retourner une fois qu'on aura fini l'émission. Vous en êtes où là exactement ? Eh bien en fait, après vous aviez parlé de la présidentielle. Après la présidentielle, on a entendu le signal. Séparément, les gauches, les écologistes ne pourront pas peser dans le quinquennat qui vient. Disons-le comme ça. Alors attendez. On va reprendre tout, mais là, précisément dans la négociation. Voilà, nous, on a tiré les conséquences de ça, séparément. Nous sommes condamnés à l'impuissance. Ensemble, additionnés, en organisant cette coalition, on peut, et c'est ça mon enjeu, aller chercher une majorité à l'Assemblée les 12 et 19 juin. Vous pouvez l'appeler troisième tour de la présidentielle, vous pouvez l'appeler occasion historique d'organiser un programme qui agit enfin pour le climat, pour la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, pour le développement des énergies renouvelables, pour la rénovation thermique, pour le rétablissement des services publics, pour l'augmentation des salaires. Voilà ce que nous mettons dans l'accord, voilà ce qui est en jeu le 12 juin. Et donc, on se donne les moyens. Et hier, après de longues discussions, mais en vérité des longues discussions en quelques jours, nous avons décidé avec la France Insoumise de créer ensemble une coalition, une bannière commune, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, sur la base d'un projet extrêmement ambitieux. Je pourrais développer parce qu'on parle de centaines de mesures. Vous êtes parti là. Cet après-midi, la bonne nouvelle, c'est que les socialistes ont dit « nous souhaitons discuter ». Alors, discussion ne veut pas dire accord, mais on est en train de discuter. Voilà. Alors, Julien Bayou, vous êtes secrétaire national des Verts. Hier soir, vous êtes sorti sur le perron avec Manuel Bompard de la France Insoumise. Vous avez dit « on a un accord ». Ce que vous faites maintenant, c'est d'agréger les autres partis de gauche à cet accord et la discussion. C'est ce que nous souhaitons en tout cas. On est là, c'est ce que vous souhaitez. Mais vous avez votre accord. Vous me direz tout à l'heure s'il tient, si les autres ne sont pas là. Si vous me permettez, un petit mot. C'est une coalition, c'est mieux qu'un accord. D'accord. Excusez-moi. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que notre émission elle va s'organiser de cette façon-là. On va essayer de comprendre sur quelle base vous avez compromis, vous avez signé cet accord. Comment ce qui était impossible hier l'est par miracle aujourd'hui. Pourquoi et comment vous êtes d'accord éventuellement pour vous asseoir sur des accords. Quels sont vos objectifs ? Tout à l'heure, Brigitte Boucher et Steve Jourdain iront dans le fond, justement, sur le fond de l'accord. Vincent Roux vous posera une question d'actualité dans un quart d'heure. Et Yves Tréhard viendra vous parler du contexte plus général de ces discussions. Je sens que vous êtes encore une fois au taquet, vous êtes à fond. Si vous avez fait l'union aujourd'hui, c'est parce que, dans le fond, revenons à la jeunesse, vous avez échoué à porter haut les couleurs de l'écologie à la présidentielle. Vous en tirez les conséquences. Et j'en tire toutes les conséquences. Mon rôle en tant que chef de ce parti, c'est d'être lucide. Nous avons échoué. Nous avions un potentiel électoral. Le climat est très haut dans les préoccupations des Françaises et des Français. Et pourtant, nous avons échoué dans cette campagne. C'est un échec collectif. Quand on finit à moins de 5%, c'est aussi un problème financier. Je ne vais pas vous le cacher. Nous avons une ardoise de plus de 5 millions d'euros et c'est pour ça que nous avons immédiatement lancé un appel à soutien sur soutenirlécologie.fr. Je suis très heureux qu'on ait déjà dépassé plus de 2 millions d'euros. On a une date limite pour obtenir 3 millions d'euros. Il nous reste 1 million d'euros d'ici le 15 mai, mais c'est un échec. Et donc, on doit évidemment en tirer les leçons pour plus tard. Et moi, j'organise ce bilan collectif, quelle stratégie, comment mieux porter notre projet, pourquoi au moment où la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine arrive et que tout le monde comprend enfin que l'Europe est si importante, pourquoi nous qui le portons ce projet européen et même de défense européenne depuis si longtemps, on n'a pas été en résonance avec l'opinion, pourquoi quand le prix du gaz augmente, que tout le monde se dit tiens, on est pris à la gorge par les factures et que nous disions depuis tant d'années la rénovation thermique, l'autonomie énergétique, la réduction de la dépendance à la voiture, c'est aussi un moyen pour le porte-monnaie d'être moins dépendant vis-à-vis de tous ces chocs qui vont se multiplier. On n'a pas réussi, voilà, disons-le. Et donc, on doit en tirer le bilan. Je n'esquiverai rien. Simplement, il y a aussi un enjeu immédiat, c'est les législatives. Et donc, tirer les leçons de cette stratégie, ça veut dire aussi ce qui n'était pas possible à la présidentielle, parce que c'est la présidentielle. C'est un seul bonhomme, une seule femme qui conduit, eh bien c'est plus simple.
aux législatives où il est possible d'organiser une coalition plurielle qui respecte les cultures, les identités et qui aille chercher l'addition des électorats. D'accord. Vous voyez bien qu'à la présidentielle... On va encore plus loin, on va aller plus loin parce que effectivement, à cause du mode de scrutin majoritaire pour les législatives, qui est une chape de plomb quand même pour un parti qui fait moins de 5%, pour avoir des élus, il faut s'unir. On fait aussi plus de 5%. Pour avoir des élus, largement, il faut s'unir. Au municipal, où nous gouvernons à Lyon, à Strasbourg. Mais ce que vous réussissez précisément au municipal, on ne peut pas y arriver dans un scrutin majoritaire ou législatif, sauf si on s'unit. Donc pour avoir des élus à l'Assemblée, eh bien, vous décidez, c'est pragmatique, de faire cette union. C'est la seule façon d'avoir un groupe. C'est votre objectif. C'est plus que ça. Nous ne souhaitons pas juste avoir un groupe. Bien sûr qu'il faut un groupe. On a vu que c'est votre objectif, le quinquennat, numériquement, quantitativement. Je suis précisément en train de vous répondre. Voilà. Nous ne souhaitons pas seulement un groupe. Bien sûr que nous voulons un groupe de députés. Alors, je ne vais pas le développer, mais sur la chaîne parlementaire, on comprend l'importance d'un groupe à l'Assemblée nationale. Nous avons vu dans le mandat précédent qu'un groupe écologiste manquait. Que quand la Convention citoyenne pour le climat est passée à la broyeuse par le président de la République, malgré toutes ses promesses, il a manqué un groupe écologiste pour ferrailler, infléchir, proposer, construire ces propositions si nécessaires pour le climat. Donc évidemment que nous voulons un groupe, mais nous voulons aller plus loin. Nous ne voulons pas perdre 5 ans de plus pour le climat ou subir la casse sociale que promet Emmanuel Macron. Vous ne voulez pas être absent pendant 5 ans de l'Assemblée. Nous voulons une majorité. Voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons envoyer des bataillons de députés, écologistes bien sûr, insoumis, socialistes, communistes, de gauche, à l'Assemblée. C'est ça que nous voulons organiser. Une majorité est possible, absolue, relative. Ça dépend avec vraiment de l'élan. Avec 165 circonscriptions gagnables ? Mais on est sur 550. Et combien de gagnables ? C'est vous-même qui avez dit 165 gagnables. Non, ça n'a rien à voir. Nous parlons d'un accord global sur l'ensemble des circonscriptions. Cette coalition, c'est un accord global. L'enjeu, c'est bien de choisir les meilleures candidatures aux meilleurs endroits. Oui. Qu'est-ce que ça change au fait que vous ne pourrez pas avoir une majorité à l'Assemblée ? Est-ce que vous pensez une seule seconde, Julien Bayou, je vous pose la question de façon extrêmement, j'allais dire, benoîte, que Jean-Luc Mélenchon et la coalition puissent avoir une majorité et qu'ils puissent aller à Matignon ? Est-ce que vous le pensez une seconde ? Je vous avoue qu'évidemment, il y a 3 semaines, je vous aurais dit non. Aujourd'hui, tout est ouvert. Nous avons un président de la République qui nous disait « c'est urgent de faire ceci, cela », qui n'a pas apparemment trouvé de Premier ministre. Apparemment, il n'y a rien d'urgent. Voilà. Ce qui était absolument urgent dans l'entre-deux tours, et l'écologie devait être le parangon à nouveau, comme il l'avait déjà fait dans le passé. Bon, en fait... Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? Qu'en fait, il s'en moque. Là, le président, actuellement, est en train de regarder un par un, bonjour la séparation des pouvoirs, de regarder un par un les candidats aux législatives du mouvement En Marche. Voilà. C'est lui qui regarde tout seul. Voilà ce qu'il fait aujourd'hui. Un enjeu d'avoir une majorité pour mener une politique pour laquelle il a été élu à 50%. Et il le fait tout seul. Il le fait tout seul. Vous avez une possibilité de division à l'extrême droite. J'ai entendu le déchirement des frères ennemis de l'extrême droite. Vous avez l'extrême droite qui est divisée. Vous avez les droites qui sont divisées. LR, Horizon, En Marche. Nous sommes en train d'organiser, possiblement, une coalition qui peut effectivement renverser le cours des choses. Donc vous me dites que vous y croyez. Alors quand on croit avoir une majorité, il vaut mieux s'entendre sur des questions fondamentales, et notamment des orientations aussi importantes que ce qui concerne le rapport à l'Europe. On va en dire un mot, parce que l'Europe, voilà ce que dit l'accord sauf erreur. Il faut que je retrouve, voilà, pour être en capacité d'appliquer notre programme et respecter le mandat que nous aurons donné les Françaises et les Français, il nous faudra dépasser ces blocages, les blocages, et être prêt à désobéir à certaines règles européennes, en particulier économiques, budgétaires, comme le pacte de stabilité, de croissance, le droit à la concurrence, les orientations productivistes et néolibérales de la politique agricole commune, etc. N'en jetez plus. Dans le respect de l'état de droit. Et sans jamais... Ça, c'est l'Europe à la carte, non. Julien Bayou. Écoutez, je vais vous répondre, mais si vous terminez de lire la phrase, dans le respect de l'état de droit, sans jamais sortir de l'Europe, de l'euro, ni agiter la désagrégation de l'Europe. Bon. Quel est le fond du sujet ? J'y viens. Est-ce que c'est pas l'Europe ? Non, mais souffrez que je développe. Mais souffrez de répondre à mes questions. La question, non, je vous ai posé, est-ce que ça, c'est pas l'Europe à la carte ? C'est ce que je fais, madame. C'est ce que je fais, madame. Alors, allez-y. Moi, j'ai écrit tout un livre qui s'appelle « Désobéissons ». Pour sauver l'Europe. Parce que je considère, et nous considérons notamment que le cadre austéritaire, vous savez, la limite à 3%, nous empêchait de mener les investissements dans la transition écologique. J'ai écrit ce livre en 2018-2019 et je disais, ces 3% nous empêchent de développer les énergies renouvelables, de développer la rénovation thermique. Nous l'aurions fait
ce sont des centaines de milliers de ménages qui seraient dans une situation plus favorable aujourd'hui. Voilà ce que nous avons raté à cause de ce carcan, l'austérité et le fait de privatiser les services publics. Toutes ces règles, elles ont volé en éclats. C'est la pandémie. Et la France n'a d'ailleurs jamais été sanctionnée pour avoir dépassé les règles budgétaires. Et voilà, ça, c'est une règle. Pour appliquer ce programme, il nous faudra, effectivement, si nous voulons construire du logement social, que c'est un investissement rentable, que ça crée de l'emploi et que c'est bon pour la... Vous savez que les 27 étaient d'accord pendant la crise sanitaire, que effectivement tous les pays dérogent à la règle. Il y a eu un accord des 27. Si tous les pays font comme vous prévoyez de le faire, c'est-à-dire désobéir, être prêt à désobéir à certaines règles européennes. Mais si chaque pays fait ça, ça peut s'organiser. Est-ce que ça n'est pas, je vous repose la question, est-ce que ça n'est pas une Europe à la carte? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le Portugal l'a fait, l'Allemagne l'a fait. Sur un point. Oui. Sur un point. Vous, il y a toutes ces règles, je l'ai dit, le droit à la concurrence, les orientations, mais nous sommes nombreux. La PAC. Vous savez peut-être que nous sommes nombreux membres écologistes de gouvernement en Europe à souhaiter, non pas la sortie de l'Europe, Europe Écologie Les Verts. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Nous sommes écologistes, nous sommes donc européens. Europhile, vous êtes considéré comme un des pays les plus europhiles. Vous vous associez à un parti qui est considéré comme europhobe. Est-ce que nous sommes pro-européens? Oui. Est-ce que nous sommes satisfaits du fonctionnement actuel de l'Union européenne? Non. Personne. Donc vous n'êtes pas les seuls. La politique agricole commune... Tout le monde dit qu'à 27, ça dysfonctionne. La politique agricole commune, nous avons voté contre, non pas parce que nous n'en voulons pas, mais parce que nous n'avons pas pu peser suffisamment pour la réorienter. L'Autriche, qui a un gouvernement avec une coalition écologiste, a une PAC verte, une politique agricole commune verte. C'est donc possible. Et donc il s'agit de mener cette bataille au niveau européen, non pas pour en sortir, mais pour la réorienter. Désormais en Allemagne, vous avez une coalition dans lequel, c'est pas rien, vous avez deux super ministres. Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères, Robert Habeck, ministre de l'économie, climat, emploi. Voilà ce que nous pouvons travailler avec le Luxembourg, avec la Finlande, avec l'Irlande, dans lesquels il y a des gouvernements écologistes. Ça reste assez flou, en fait, ce rapport à l'Europe, ce nouveau rapport à l'Europe que vous avez conclu avec la France Insoumise. La France Insoumise, elle dit, on va déroger aux règles. C'est ce que nous faisons déjà. Nous faisons déjà. Nous allons déroger aux règles, donc là, sur un certain nombre de points, en attendant de modifier les traités. Parce qu'effectivement, ils ont intégré la nécessité de modifier les traités. Continuons cette... Une négociation pour modifier les traités. Continuons cette discussion passionnante. J'ai expliqué que, et vous l'avez dit, ce cadre austéritaire, il n'a jamais été respecté en vrai. Je crois qu'il y a eu 165 infractions pour non-respect des 3%. C'est les critères de Maastricht, ou les 60%, ça c'est l'endettement. Nous savons ça. Tout ça a été mis entre parenthèses, vous l'avez dit, du fait de la pandémie. La question est, on a un moment historique. Faut-il un retour au statu quo? Eh bien, nous disons non. Au contraire, l'Europe peut être un formidable outil d'investissement dans la transition écologique. C'est ce retard que nous n'avons pas fait. Il y a eu un pacte d'ailleurs écologique, un Green Deal qui a été conclu par les 27 pays européens. Écoutez, si vous mettez le gaz dans les énergies vertes, on n'en sort pas. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on s'en mord les doigts. Enfin, en tout cas, j'espère. À la fin des années 90, à la fin des années 90, il y a eu un tournant raté. Si vous pouvez aller un tout petit peu plus vite parce qu'on va avancer. Oui, mais pardon, vous me dites que c'est l'Europe. Moi, je ne peux pas l'expédier en 30 secondes. Nous sommes passionnés. Non, mais je ne vous demande pas de refaire Et donc, je termine d'un mot. À la fin des années 90, il y avait une majorité, à l'époque, il y avait 15 gouvernements en Europe. Il y avait une majorité de gouvernements sociodémocrates. Ils ont raté le virage. C'était la proposition de la réduction du temps de travail, du salaire minimum et des grands travaux, la rénovation thermique notamment, pour développer le potentiel et améliorer la paix et la prospérité en Europe. Ils ont fait les critères de Maastricht, le traité d'Amsterdam. C'est bien donc possible de réorienter. C'est une question de volonté politique. Voilà ce que nous voulons faire. On ne peut pas modifier les traités. Cette coalition s'y engage et j'appelle toutes les forces pro-européennes à venir batailler avec nous pour réorienter le cours de l'Europe. On aura l'occasion d'en reparler. C'est un projet merveilleux que nous avons devant nous. Ne pas, au contraire, retour au statu quo, mais quelque part, les esprits ont bougé. Même à la Banque centrale, on parle désormais d'annulation de la dette. Vous vous rendez compte? Ce qui était il y a quelques jours. Vous dites des choses que tout le monde dit, sauf que vous ne me dites pas comment. Moi, j'en tire les conséquences. Il y a ceux qui parlent et nous voulons agir pour réorienter le cours de l'Europe. Et nous avons des alliés en Europe pour ce faire. En Allemagne, en Irlande, au Benelux. On va revenir sur le fond de l'accord avec Steve et Brigitte. Je pourrais parler de l'Europe pendant j'ai bien compris. J'ai deux questions précises. Dans cet accord, est-ce qu'il est destiné à gouverner ensemble? Oui. S'il n'y a pas de majorité, qu'est-ce qu'il devient?
Eh bien, on continue à travailler, ça nous fait un mandat. Quand nous disons, par exemple, est-ce que, par exemple, à l'Assemblée nationale, des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que, par exemple, à l'Assemblée nationale, puisque vous espérez avoir un groupe, vous aurez un groupe, voilà, la France Insoumise aura un groupe, les autres partenaires éventuels auront un groupe, est-ce qu'il y aura une consigne de vote ? Est-ce que vous voterez sous une bannière commune ? Je ne vais pas vous apprendre que tout mandat impératif est nul. C'est écrit dans la Constitution. Un député, une députée, c'est tout l'honneur de cette fonction, doit pouvoir voter en sa liberté de conscience. Oui, enfin, il y a des consignes de vote par groupe. Donc l'enjeu pour nous, c'est un intergroupe. C'est pouvoir structurer cette coalition dans le respect de la culture de chacun, chacune. Nous sommes écologistes. Nous prenons mandat moins 60%, moins 65% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà l'enjeu. Donc ça veut dire que vous élisez des députés écologistes, membres de cette coalition. Vous savez que pendant 5 ans, s'il n'y a pas de majorité, nous irons batailler pour la biodiversité, pour le climat, pour les services. Est-ce que Delphine Bateau est d'accord ? Ils sont en train de voter. On a discuté. Elle est d'accord ? On a discuté votre avis, avec Delphine Bateau. C'est intéressant. Je réponds. On est membre du pôle écologiste. On a tenu informer dans les discussions. On a négocié pied à pied ces aspects qui sont pour nous fondamentaux, notamment sur l'Europe. Le mouvement Génération Écologie est en train de se prononcer. Donc moi, je respecte, comme je n'aimerais pas qu'on se prononce sur les votes au sein d'Europe Écologie Les Verts. Je crois que le vote est en cours. Il se termine demain et on pourra en discuter dans la suite. Mais évidemment que cette coalition se donne pour objectif de peser et de ne pas subir un quinquennat d'inaction climatique. Et donc, je conçois que, par exemple, Cédric Villani m'a dit que pour lui, c'était évidemment essentiel. Cédric Villani, par exemple, qui est membre de Génération Écologie. Oui, il n'y a pas exactement. que Delphine Bateau. On verra ensuite ce qu'il en est. C'est intéressant parce que Delphine Bateau, c'est une ancienne ministre de François Hollande qui a porté l'environnement. Sur les questions européennes, ce sera intéressant de voir si elle s'aligne ou pas sur l'accord. Vous permettez, on va tout de suite joindre Vincent Roux du Figaro Live, en même temps qu'on va accueillir Brigitte Boucher et Steve Jourdain. Mon cher Vincent, bonsoir à vous. Et je vous laisse poser votre question à Julien Bayou. Bonsoir Julien Bayou. Une polémique monte en ce moment, revient plus exactement. Elle porte sur l'autorisation du burkini dans les piscines et en particulier à Grenoble, où le maire, donc Éric Piolle, que vous connaissez bien, donc soumet la question au conseil municipal. Donc il y a une division en particulier à gauche. Est-ce que vous soutenez Éric Piolle sur cette question, ou bien vous pensez, comme d'autres élus de gauche qui ont fait une pétition, que ce n'est pas un simple maillot, que c'est une tenue, que c'est plus qu'une tenue de bain? Et qu'il s'agit, mais que c'est pas simplement une tenue de bain, en tout cas c'est ce que disent ces élus de gauche, et qu'il s'agit d'une décision grave à laquelle il faut s'opposer. Alors c'est étonnant parce que je crois que je suis venu quelques fois dans cette émission, et je crois que systématiquement, on m'a parlé des maillots de Grenoble, et jamais des maillots à Rennes. Jamais. Et vous savez que ces maillots dont vous parlez ne sont pas autorisés à Grenoble, vous venez de le dire, ils sont autorisés à Rennes. Alors ça c'est incroyable parce qu'on ne parle que de Grenoble et jamais de Rennes, alors qu'à Grenoble ça n'est pas autorisé. Attendez, laissez-moi vous peut-être me répondre. On me parle des maillots à Grenoble, ça n'est pas autorisé. Et jamais des maillots à Rennes où c'est autorisé. Alors mettons quoi, depuis 2-3 ans accessoirement, est-ce que vous pouvez répondre à sa question? Bien sûr. Moi, la position d'Éric Piolle me semble la bonne. Ni injonction, ni discrimination. Et il réclame, si c'est un sujet si fondamental, moi je pense que les maillots c'est pas le plus important, mais enfin bon, je réponds. Il dit ni injonction ni discrimination. À partir de là, faut-il une règle nationale ou est-ce qu'on s'en remet au règlement intérieur des piscines, comme dans chaque commune, comme c'est le cas à l'heure actuelle? Lui, il a dit, écoutez, si c'est si important, au Premier ministre et au Président, qui s'occupe de tout, de déterminer la règle. Il a demandé ça, et alors, on attend. Nous attendons une position nationale de la part du Premier ministre, si c'est un sujet si important. Si c'est mineur, et moi j'ai envie de vous dire, les maillots de bain, c'est mineur, surtout... C'est pas une question, ça relève pas du droit des femmes. Ça ne relève pas... Votre féminisme n'est-il pas un tout petit peu chatouillé par la question du burkini? Ni injonction, ni discrimination. C'est d'ailleurs la position du défenseur des droits. On en a malheureusement, je crois, déjà parlé, parce que c'est quand même fascinant de ne pouvoir pas
parler aussi longtemps qu'on le voudrait de l'Europe, qui, vous en conviendrez, a quand même plus d'incidence sur le cours de la situation. Non, ne faites pas ce procès, on en a beaucoup plus parlé que là. Excusez-moi, mais... Non, ne faites pas ce procès parce qu'il est tout à fait très bien, mais moi, chaque fois que je viens, on me parle du maillot de bain à Grenoble. Ça me va très bien, je réponds toujours pareil. Ni injonction de discrimination. Est-ce que c'est pas relatif aux droits des femmes? Est-ce que la question du féminisme à laquelle vous êtes très attaché n'est pas un peu interrogée par cette question du burkini? Non. Ah bon, ben voilà. Okay. Et le défenseur des droits ne dit pas autrement. Il dit si c'est une question d'hygiène ou de sécurité, alors le règlement intérieur se prononce. Et pour le reste, les femmes sont libres. Bon. Vous êtes content de la non-réponse, mais on va s'arrêter là. On parlera de Rennes, ouais. En tout cas, ce n'est pas la conviction d'autres élus de gauche, en tous les cas. Merci beaucoup, Vincent. Vous aurez tenté. Merci à vous. Bonne soirée. Et on va commencer. Donc, je vous les présente, vous les connaissez. Brigitte Boucher, Steve Jourdain. Bonsoir. Et on va commencer par Yannick Jadot. On n'en a pas parlé encore. Oui, vous avez parlé de Delphine Batho. Vous avez dit qu'elle était partante pour cet accord, mais on n'a pas... J'ai dit qu'ils étaient en train de voter. Moi, je ne veux pas... préempter des débats internes à chaque organisation. Bon, en tout cas, vous, l'accord, il est conclu. Mais oui, bien sûr. On n'a pas vu la réaction d'Yannick Jadot. Il approuve cet accord ou pas? Oui, on en a discuté hier. Quand est-ce que je l'ai eu? Dimanche, je ne sais plus quel jour on est. Lundi. Avant la manifestation du 1er mai, je l'ai eu au téléphone, justement pour discuter un peu des derniers ajustements, parce que nous savions que nous allions vers l'accord. Et donc lui, évidemment, qu'est-ce qu'il vous a dit? s'est inscrit dans cette coalition. D'ailleurs, on a obtenu un vote de notre Parlement interne. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a obtenu 89%. Parmi lesquels, évidemment, des soutiens de Yannick Donc, il Jadot. est dans ces 89%. C'est un accord... Il n'avait pas le droit de vote, parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. En tout cas, il l'approuve. Il soutient cette coalition. Accord historique, accord exceptionnel, c'est ce qu'on entend en tout cas. Et lui, en fait, il ne le dit pas publiquement, alors que c'est quand même une grande première. Oui, mais Yannick Jadot sort de la campagne présidentielle. Et il prend le temps qui lui est nécessaire pour sortir de la campagne présidentielle. Il est par ailleurs déjà... il a déjà fait sa rentrée au Parlement européen. Mais donc il vous a dit qu'il allait s'exprimer publiquement pour approuver cet accord Mais il l'avait déjà dit. Je crois que dans la semaine après la Il a donné une interview à Sud-Ouest où il disait qu'il était d'accord pour la coalition, mais pas derrière Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, il ne s'agit pas de se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon. Nous organisons une coalition. C'est bien tout l'enjeu de cette bannière commune. J'y reviens. Nous voulons une majorité. Il faut bien additionner les électeurs et les électrices. Ces mêmes voix qui n'ont pas pu s'additionner à la présidentielle, on l'a vu. 2 fois de suite. Il a manqué des voix pour que la gauche et les écologistes soient qualifiés en 2017. Il a manqué des voix pour que la gauche et les écologistes ou les écologistes soient qualifiés en 2022. Donc nous parlons d'une coalition qui puisse agréger les électeurs. Une coalition, c'est un accord de gouvernement. C'est autour. Et c'est pas derrière. Et c'est pas derrière. Bon, on va revenir sur. Mais c'est très important parce que cet accord, les personnes qui ont pu voter Yannick Jadot, et j'en fais partie, doivent pouvoir se dire cette coalition, ça n'est pas juste l'Union populaire. Et tout le monde le comprend, puisqu'il s'agit d'additionner les électeurs. On va revenir dans le détail sur les personnes qui ont voté Anne Hidalgo. Et je sais qu'en ce moment, les discussions continuent avec le Parti socialiste. Et après cette émission, je les rejoins. Nous espérons finaliser un accord. C'est en vue. Yannick Jadot, il sera candidat aux législatives ? Alors Yannick Jadot, je peux vous le dire, il a annoncé qu'il ne sera pas candidat aux législatives. Il est député européen et je vous avoue qu'en vrai, on est très content de son travail là-bas. Vous parlez des socialistes, vous parlez des communistes, vous parlez moins des trotskistes du NPA. Vous négociez en ce moment même avec le NPA ? C'est beaucoup moins avancé. Voilà, je vais pas. C'est historique parce que là, pour le coup, ce serait vraiment historique. Moi, je vais pas. C'est sûr que moi, pour le coup, j'ai plus échangé avec Fabien Roussel et Olivier Faure, notamment sur tous les aspects programmatiques et l'importance vraiment de cette coalition pour additionner les électorats. Il pourrait y avoir un programme commun avec le NPA. J'ai pas eu cet échange encore avec. Le NPA, je vais être très franc. Vous ne l'excluez pas. Pour moi, l'accord, il est déjà exceptionnel si nous parvenons à organiser à 4, c'est-à-dire l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon, les Europe Écologie Les Verts ou les écologistes que j'ai l'honneur de représenter, le Parti socialiste avec Faure, le Parti communiste avec Roussel. C'est pas une ligne rouge. Le NPA n'est pas une ligne rouge pour vous. Moi, je ne peux pas faire de ligne rouge sur les organisations. Nous avons adopté un programme extrêmement ambitieux, climat, justice sociale, égalité femmes-hommes, autonomie de la jeunesse, combattre cette réforme injuste des retraites, le rétablissement des services publics, la biodiversité, vous voyez, la règle d'or climatique, l'ISF climat, voilà le type de mesures. La fin de Parcoursup et la création de centaines de milliers de places à l'université. Dans le détail, je termine. Oui. Toutes les forces, mais vraiment toutes,
Et j'appelle les différentes forces qui pourraient se retrouver dans ce... vous voyez que l'idée, c'est pas juste un accord électoral. On projette un espoir. Voilà, nous disons le 12 et 19 juin, regardez pas l'étiquette, une majorité est possible. Vous vous retrouvez dans cette ambition de ne pas subir 5 ans d'inaction climatique et de casse sociale. Julien Bayou, juste venez une question. Comme vous êtes, j'ai envie de dire. Si l'accord, il en demeure à vous et la France insoumise, et que ça ne fonctionne pas avec le Parti socialiste, le PC et le NPA, est-ce qu'il est toujours valable? Est-ce que vous irez tout seul avec la France insoumise ou est-ce qu'il est caduque? Vous le concevez comme un ensemble de la... Pour moi, c'est une coalition et nous disons, et d'ailleurs c'est le communiqué commun que nous avons signé avec la France insoumise hier qui dit, pour être efficace, évidemment que nous voulons nous donner tous les moyens pour que les autres forces puissent se retrouver dans cette coalition. J'ai bien compris. Si vous n'y arrivez pas, est-ce que vous restez dans l'accord ou est-ce que l'accord est caduque? L'accord, il est valable. Donc il restera, il demeurera. Vous êtes sûr de ça? Nous en reparlons si par malheur ça se présente. Mais vous êtes sûr de ça? Quand j'ai quitté, quand j'ai quitté la table des discussions pour venir à cette émission, parce que c'est comme ça que ça s'est passé tout l'après-midi. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs en introduction. Les Insoumis et les socialistes. Quand j'ai quitté la table, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas aboutir. En fait, c'est un scénario où vous n'envisagez pas. À table, justement, vous avez négocié combien de circonscriptions pour Paris? Est-ce que vous l'annoncez? Oui, parce que donc les écologistes auront 100 circonscriptions. Oui. Non, mais c'est parce que 101, je crois, non? 100 exactement? Centaines alors. Oui, voilà. Centaines. À Paris, il y aura donc sans ordre précis la 3e, qui est donc le 17e et 18e arrondissement, la 5e, les 3e et 10e arrondissements. Alors pour qui? La 8e, les 12e arrondissement, disons les choses comme ça, et la 9e pour le 13e arrondissement. Ça fait 4 circonscriptions qui sont très importantes pour nous et qui permettent aussi de couvrir des quartiers très différents. Vous êtes candidat à Paris. Et je suis moi-même candidat. Sandrine Rousseau. J'ai été investi et nous avons finalisé cet accord sur les 3e et 10e arrondissements autour de la place de la République à Paris. Et Sandrine Rousseau, elle est dans quelle circonscription? Sandrine Rousseau, elle est sur la 9e circonscription, donc le 13e arrondissement. Les 2 autres candidats à Paris? Et les 2 autres, c'est en voie de finalisation interne, c'est-à-dire qu'on a eu un accord sur le périmètre, la bannière commune, le programme, cette délimitation des circonscriptions, et ensuite nous allons investir les personnes. Sur les circonscriptions, il y en a combien de gagnables? Eh ben, ça dépend. Si les électeurs le décident, 100. Non, il y a une trentaine. Non, mais vous avez déjà dit une trentaine. Oui, pour nous, l'enjeu à minima, c'est d'assurer un groupe, et c'est pas donc sur 15. La chaîne parlementaire que je vais dire qu'un groupe à l'Assemblée, c'est important. 15, il n'y en avait pas dans le mandat précédent. On a mesuré à quel point il manquait un groupe écologique. On va parler de... Ça peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, tout est ouvert. Si nous rassemblons, et que nous répondons, moi je ressens vraiment l'immense attente qui pèse sur ce début de rassemblement que nous avons impulsé. C'est ce que veulent les électeurs, ils veulent l'union. À la limite, ils veulent plus l'union que l'écologie. Ils n'ont pas voulu l'écologie à la présidentielle, ils veulent bien l'union à la législative. Non, je ne pourrais pas vous laisser dire ça, parce que les attentes, c'est fascinant d'ailleurs, les attentes en matière de climat et d'environnement n'ont jamais été aussi hautes. Même au cœur de la crise, on se rend compte à quel point l'attente et on mesure à quel point les promesses d'Emmanuel Macron ne sont pas suivies d'effet et que ça génère évidemment une frustration et même une anxiété dans la jeunesse qui est extrêmement prégnante. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour répondre à l'enjeu climatique. C'est maintenant qu'il faut s'engager. C'est pour ça que vous voulez peser pour les 5 ans à venir. Dans votre accord et la coalition que vous souhaitez, vous dites ce n'est pas derrière Jean-Luc Mélenchon. Si on prend la question des retraites, Jean-Luc Mélenchon et l'accord que vous avez trouvé, c'est sur une retraite à 60 ans. Yannick Jadot, lui, dans son programme présidentiel, il proposait 62 ans. C'était il y a encore 15 jours, 3 semaines. Ça veut dire quoi? Que c'est un reniement par rapport au programme des écologistes à la présidentielle? Pas du tout, non. Nous disions 62 ans, qui peut le plus, peut le moins. À minima, nous voulons nous opposer à la réforme des retraites à 65 ans. Parfaitement injuste. Même pas nécessaire, nous dit le Conseil d'orientation des retraites. Oui, mais 62 ans, en revanche, c'est nécessaire pour équilibrer le régime. Dans le programme présidentiel, c'était 62 ans, avec pour nous c'est extrêmement important, un enjeu majeur sur la pénibilité. Parce que, c'est pas vous faire offense, mais votre travail et le mien est des fois moins pénible que celui qui consiste à porter des charges lourdes ou les femmes de ménage très tôt. Donc c'est pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, et pour les autres, ce sera 62, 64, 65 ans. Et nous avons réussi à travailler et à converger avec la France insoumise, mais en fait également avec le Parti socialiste, et ça c'est une très bonne nouvelle, pour dire 60 ans et prise en compte de la pénibilité. Mais 60 ans pour tout le monde? Et donc nous développerons ces aspects. Non mais attendez, est-ce que l'âge légal dans votre programme... Il est à 60 ans. 60 ans. Donc vous reculez, enfin vous avancez l'âge légal à la retraite. Vous passez de 62 à 60 ans. Et là, ça s'équilibre plus.
Eh bien justement, la France Insoumise nous a présenté un chiffrage qui tient la route, et donc on le présentera, on est encore en train de l'analyser. On va le présenter au Conseil d'orientation des retraites. Mais en fait, si vous avez lu un petit peu ce qu'a dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'il disait, en gros, dans 15 ans, c'est équilibré. Mais c'était avant la reprise. Pas en revenant à 60 ans. Mais c'était... Non, bien sûr. Non, c'est équilibré grâce à la réforme Touraine. Non. Si, regardez, regardez, vous ne pouvez pas dire le contraire. Excusez-moi. C'était équilibré grâce à la réforme Touraine. Et c'est équilibré également grâce à la reprise qui était beaucoup plus forte que prévu en 2021. Et donc, c'est peut-être pas 15 ans, mais c'est 12. Donc on attend les prochains chiffres. Ce qui est fascinant, vous voyez ce qui est fascinant, regardez. Vous me faites la critique et c'est votre rôle. Simplement, aujourd'hui, on a un président qui a annoncé 65 ans sans aucunement le justifier. Et vous contestez, vous me dites 60 ans et nous débattons. Moi, je m'en réjouis. C'est pas nécessaire d'aller à 65 ans, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que vous me dites, je vous dis 60 ans et nous débattons. Vous trouvez qu'on n'a pas interrogé Emmanuel Macron sur sa réforme? Je vous ai pas entendu. Et par ailleurs, 58% des Français l'ont élu. Je ne dis pas que ça vaut quitus. Merci. Non, effectivement, ça ne vaut pas quitus. Ça ne vaut pas quitus. Excusez-moi. Alors, deux choses. Un, moi j'ai voté Emmanuel Macron, c'est certainement pas pour ce projet. C'était pour battre Marine Le Pen et je crois qu'on est plutôt nombreux dans ce cas et je m'en réjouis. C'était en fait mon seul sujet dans l'entre-deux tours, faire battre Marine Le Pen. Mais très important, quand ils ont voulu faire passer la réforme des retraites à 65 ans, déjà juste avant mars 2020 et juste avant le Covid, et si vous vous souvenez, déjà par 49.3, c'est-à-dire en gros en allant contre le Parlement, ils n'avaient pas proposé de chiffrage. C'est-à-dire que là, vous contestez mes arguments et c'est heureux et c'est le rôle des journalistes. Mais quand ils ont proposé une réforme des retraites à 65 ans, ils n'ont pas proposé de chiffrage. Pas comme si, on va avancer, mais c'est pas comme si la réforme d'Emmanuel Macron n'avait pas été largement contestée, y compris dans la rue. Et parce qu'elle n'était pas, si vous revenez, Julien Bayou, à 60 ans, elle a été contestée. À 60 ans pour tous, ça veut dire quoi? Qu'on aura une retraite à taux plein à 60 ans? C'est pas possible. Nous présenterons les modalités et le chiffrage en temps voulu, une fois que la campagne sera lancée. Vous savez qu'aujourd'hui, on part déjà en moyenne à 63 ans et demi pour avoir une retraite à taux plein. Donc en fait, on pourra partir à 60 ans, mais la plupart des gens partiront après. Mais malheureusement, dans les faits, ce sera comme ça, non? Disons la réalité des faits, c'est-à-dire qu'en fait, les gens partent déjà à 62 ou 63, mais la moitié sont hors travail. Parce qu'ils sont cassés, parce qu'ils sont abîmés, parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont au chômage. Ou parce qu'ils n'ont pas une retraite à taux plein. Et si vous retardez le départ, comme le prévoit ce gouvernement, eh bien en fait, vous les laissez plus longtemps au chômage, en maladie ou cassés. Et donc en fait, c'est une retraite qui part d'un point de vue vraiment parfaitement idéologique. La chimère qui voudrait qu'on travaille plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Nous disons, on vit plus longtemps parce qu'on travaille dans des meilleures conditions. Et donc, nous contestons leur approche. Voilà. Elle n'est ni nécessaire ni juste parce que l'espérance de vie des personnes qui travaillent dans des métiers les plus pénibles, elle est inférieure de 8 à 10 ans des personnes qui ont la chance d'avoir des métiers moins pénibles. Et donc c'est pour ça que nous nous bataillons pour la prise en compte de la pénibilité. Mais ça oblige pas à remettre pour tous la retraite à 60 ans. C'est pour ça que nous disons que cette réforme des retraites, elle est parfaitement injuste et elle n'est pas nécessaire. On a bien développé. Partageons le travail. La réduction du temps de travail, l'égalité femmes-hommes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mesdames, pardon, la réforme, l'inégalité salariale, évidemment, se traduit par des inégalités de pension, puisque moins de revenus pour les femmes pendant leur carrière, et moins de retraites. Cette inégalité, il faut la combattre. Et ça ne passe pas que par la réforme des retraites. Il y a la réduction du temps de travail, l'égalité femmes-hommes, l'amélioration des conditions de travail. Voilà tout ce que nous voulons porter et de meilleurs salaires. Voilà ce que nous voulons porter avec cette majorité. On va parler de la réforme des institutions. La 6e République, elle figure dans l'accord que vous avez signé avec les Insoumis. Cette réforme, cette instauration de la 6e République, vous allez la présenter par référendum aux Français ? Alors moi je ne vais pas dévoiler tous les aspects. Cette 6e République, non, pas aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'important. Oui, mais pas aujourd'hui. Le temps de la campagne démarre seulement. Nous aurons, j'espère, une convention d'investiture le 7 mai, ce samedi, qui pourra lancer la campagne. Nous portons la 6e République, nous les écologistes, depuis au moins aussi longtemps que la France Insoumise. Et c'est pour ça que ça n'a pas été compliqué de se rejoindre. Nous combattons le présidentialisme. Le fait que, comme aujourd'hui, le président décide de tout seul, pour tout le monde. On ne sait même plus s'il y a un conseil des ministres. Ils ont inventé un conseil de défense qui n'est prévu dans aucun texte. Sanitaire. Qui est parfaitement choisi à la main du président et qui demande au Parlement de choisir... Donc comment vous réformez cette 5e République ? Proportionnelle. Intégrale ? Oui, la proportionnelle intégrale permet notamment la parité.
C'est important. La parité, vous avez comme ça une parité de résultats, puisque pour établir des listes, il vous faut homme-femme. À la fin, vous avez autant de femmes que d'hommes. Et vous n'avez peut-être pas de gouvernement ou de stabilité. Plus de pouvoir au Parlement. Aujourd'hui, vous savez, et encore une fois, je m'en veux de le dire ici, c'est le gouvernement qui dispose de l'agenda parlementaire. Et en partie de l'ordre du jour. 90% des lois... En partie seulement. Mais... Oui, alors, personne n'est dupe. 90% des lois sont issues en fait de projets de loi, c'est-à-dire du gouvernement, et les 10 autres sont en fait souvent des projets de loi qu'en fait on fait passer par des propositions de loi de la majorité. Du Parlement, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous aboutissez à cette 6e République. Alors pour la proportionnelle, c'est juste une loi, comme vous le savez. Et ensuite, il y a tous les aspects de référendum, et il y en aura. Donc il y aura un référendum. Et je les présenterai quand... Plusieurs référendums. Bien Seul sûr. le président peut proposer aux Français un référendum. Nous présenterons ces éléments en mai. Donc Emmanuel Macron proposera aux Français une réforme de la 5e République. Sur proposition de Jean-Luc Mélenchon. Mais sur proposition d'une assemblée. Dont évidemment le premier groupe serait celui des Insoumis, oui, par exemple. Donc vous y croyez encore? Enfin, vous pensez qu'Emmanuel Macron pourra porter cette réforme pour vous quand vous serez aux manettes? Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que le président de la République sortant, ou le nouveau candidat est réinvesti bientôt samedi, n'a cessé de dire qu'il voulait inventer, vous savez, une nouvelle gouvernance. Alors, c'est Jupiter. Il est directement parti le soir même à la lanterne pour se reposer et décider de tout. On ne sait même plus s'il y a un Premier ministre. Mais il parle quand même, en tout cas beaucoup, de nouvelle gouvernance, d'horizontalité, de respect des corps intermédiaires. Nous le ferons. Voilà la réalité. Même si les juristes disent que c'est pas constitutionnel de faire passer ce genre de référendum. Eh bien, nous verrons, parce que sur la proportionnelle, je vous le redis, c'est qu'une loi. Ça, ce sera sur le fait de le modifier et de donner plus de poids au Parlement pour fixer l'agenda. Évidemment, ça dépend d'un règlement intérieur qui est visé par le Conseil constitutionnel. Évidemment, ça peut dépendre de règles. Ça peut aussi dépendre de la coutume. Si le ministre des Relations avec le Parlement dit « mais écoutez, allez-y », eh bien en fait on organise la chose. On peut désobéir. Il me semble pas que par exemple il y ait une règle qui fixe la parité dans un gouvernement. Si demain un gouvernement venait à ne plus être paritaire, tout le monde serait choqué, fort heureusement. Donc vous voyez, la tradition, la mise en œuvre dans cette 5e République de nouvelles règles, par exemple. Autre exemple, nous voulons... On voulait parler du pouvoir d'achat avec vous. Alors je termine. Ouais. Nous voulons l'indépendance de la justice. Vous me direz... Comme tout le monde. Oui, sauf que nous le voulons vraiment. Et vous me direz, réforme constitutionnelle. Sauf que si le garde des Sceaux, ou la garde des Sceaux d'un prochain gouvernement, dit « Ok, je m'engage à suivre les avis du Conseil supérieur de la magistrature », nous n'avons pas fait la réforme constitutionnelle, mais nous avons adopté l'indépendance de la justice, puisque la promotion, la carrière des juges n'est plus dépendante de l'exécutif. Voilà une manière très concrète de répondre à toutes les accusations de la Convention européenne des droits de l'homme sur le fait que la justice administrative n'est pas indépendante dans ce pays. Et c'est très concret. Ça peut se faire effectivement, comme vous avez raison, sur les aspects constitutionnels. Je rappelle juste que et François Hollande et Emmanuel Macron ont échoué à réformer la Constitution. Non, je ne suis pas d'accord. Et il y avait ce ils ont promis et ils ne l'ont pas fait parce que que le Sénat, parce qu'ils sont passés par la mais ils n'ont pas pour autant et que le Sénat a bloqué. Mais ils n'ont pas pour autant établi cette tradition. Et j'ai bien vu que le garde des Sceaux Dupond-Moretti avait rayé de la promotion un juge, il me semble que c'était le juge Tournaire, parce qu'il avait eu le toupet de mettre en examen Nicolas Sarkozy. On s'égare un peu. On ne s'égare pas. Alors, nous sommes dans la question de l'indépendance de la justice et un gouvernement issu d'une majorité plurielle pourrait mettre en œuvre. Nous étions sur le modus operandi. Alors, oui, on parle du SMIC. Vous vous êtes entendu sur cet accord de gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon sur un SMIC à 1 400 €, c'est bien cela. Yannick Jadot proposait 1 500 €. Est-ce que vous avez révisé à la baisse vos ambitions sociales pour les Français? Commence par 1 400 €, évidemment. Donc ça veut dire quoi? Qu'à la fin du quinquennat, on sera à 1 500 €? Vous comprenez que la prise en compte des engagements sur les retraites se traduit par des engagements sur les salaires. Nous avons adopté le meilleur, ou en tout cas des convergences très fortes des programmes issus du programme de Yannick Jadot ou du programme de Jean-Luc Mélenchon. Donc vous avez révisé à la baisse l'ambition du SMIC. En tout cas, on va commencer par 1 400 € net. Oui, vous commencez par 1 400 €. Mais par exemple, on s'engage aussi sur d'autres aspects qui compensent et qui, bien sûr, il s'agit de donner un coup de boost. On a quand même toujours l'impression que vous vous alignez sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. Que ce soit sur les retraites, que ce soit sur la 6e République, que ce soit là sur le SMIC, c'est toujours derrière le programme de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous avez obtenu finalement, Jean-Luc Mélenchon, comme concession? Alors, les moins 65% d'émissions de gaz à effet de serre, pour nous, c'est
c'est absolument crucial. Ça, Jean-Luc Mélenchon le souhaitait également. Et ben donc dans ce cas-là, tant mieux. Mais dans ce cas-là, pour nous, ça veut dire que ça conditionne l'ensemble des politiques publiques. Oui, mais vous n'avez pas fait bouger finalement le projet commun. La règle d'or climatique, le fait de conditionner toutes les aides au respect des accords de Paris ou à la conditionnalité sociale. Ça n'est pas rien. Vous savez que dans ce pays où il y a beaucoup d'aides publiques ou de commandes publiques, aux alentours de 20% du PIB, qui est issu en fait de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, des villes. La commande publique, quand elle est conditionnée, mais elle a un pouvoir d'entraînement exceptionnel. Non, mais ce que vous voulez dire, Brigitte, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. Vous ferez campagne avec l'affiche de Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez dire ce sera la bobine de Jean-Luc Mélenchon sur les bulletins, etc. Si c'est ça que vous voulez entendre, entendez-le. Je vous dis que nous avons une bannière commune, que nous avons une coalition, que les écologistes en sont un des moteurs, que bien sûr, issus de la présidentielle, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon y ont un rôle important, principal. Compte tenu de leur score, voilà, ils sont en position de force. Et que nous serons ensemble. Ça n'est pas derrière, c'est autour avec souffrez que ça soit une coalition et qu'effectivement nous voulons additionner les électorats. Vous ne pouvez pas nous reprocher d'avoir tiré les leçons de la présidentielle. Non, ça vous avez été très clair. Si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, vous obtiendrez quoi comme ministère? Vous en avez parlé pendant les... Une coalition ou un gouvernement issu de cette coalition. Et vous souhaitez quoi? Mais on n'est pas du tout rentré là-dedans. Vous savez, il y a 6 semaines de campagne. Donc vous n'y croyez pas? Si vous y croyez, vous avez envisagé la suite quand même. Mais enfin, comment dire? C'est comme quand vous me parlez de circonscription gagnable. Moi, je connais qu'une seule circonscription gagnable. C'est là où les électeurs ou les électrices, ils ont décidé. Oui, donc et par rapport au résultat de la présidentielle, plus ou moins favorables. Non, mais attendez, envisager un petit peu certaines choses. Je comprends, mais il me semble, peut-être je me trompe, que vous voyez ces discussions comme et que je te donne ci et que tu concèdes ça. Mais c'est un programme de gouvernement. C'est pas ça du tout. Il y a quelque chose. Mais nous avons passé un temps important. Qu'est-ce que vous avez fait sinon ça? Les discussions sur l'Europe, madame. Ah ouais, oui. Sur le fait que le cadre du TSCG ne nous convenait pas. C'est bien ce qu'a dit Emmanuel Bompard. Il a expliqué ses positions et vous y êtes ralliés. C'est ce qu'il a dit textuellement ce matin sur France Inter. Nous avons expliqué ce que nous voulions faire en guise de négociation. Et finalement, Europe Écologie Les Verts a dit si ça vous agrée, moi ça ne me dérangera pas. Nous avons expliqué ce que nous voulons faire et nous nous sommes rendus compte que nous avions des convergences incroyable. Quelles sont les lois que vous avez au niveau international, nous avions des débats. Vous auriez dû le faire plus tôt alors en fait. Mais madame, il y avait une présidentielle. Là, vous savez que l'international dans une présidentielle est important et sur ces sujets, les désaccords demeurent. Quelles sont les lois que vous allez abroger aux institutions avec la faveur d'une législative, nous pouvons mettre en œuvre une coalition plurielle. Voilà. Et alors, quand vous serez aux manettes, quelles sont les lois que vous allez abroger? Est-ce que la loi anti-casseurs, vous allez l'abroger par exemple? La loi anti-casseurs, vous pouvez me 2019, ce qui permet d'encadrer les manifestations et qui est souvent décrié à gauche. Alors, je ne suis pas, moi, à ce niveau de précision. Alors, plus généralement, quelles sont les lois que vous voulez abroger quand vous serez aux manettes? Je les présenterai, la liste est longue. Il y a des lois que nous voulons mettre en œuvre. Il y a le droit au logement en particulier, il y a l'égalité salariale, il y a la garantie d'autonomie de la jeunesse. Il y a effectivement la réforme de l'assurance chômage sur laquelle nous voulons revenir. Il y a les différentes ordonnances El Khomri et autres. Nous allons produire un programme sur lequel nous sommes encore en train de travailler de plusieurs centaines de mesures. Voilà, ce sera un programme complet du droit du travail, droit du logement, droit de la nature. Et ce sera présenté quand? Quand est-ce qu'on aura un programme très détaillé? Tout au long du mois de mai. Donc il n'y a pas une date en particulier? Pas encore. Laissez la campagne se dérouler. Je comprends évidemment votre attente, je la partage. Mais simplement, nous sommes aussi en train d'élargir cette coalition. Moi, je m'en réjouis. Je retournerai après cette émission discuter avec les socialistes, les communistes et donc cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et officialisation de cette grande coalition, c'est quoi? C'est le 7 mai. Elle pourrait avoir lieu le 7 mai. Vous l'avez dit 7 mai, oui. Oui, Europe Écologie. Et je suis très heureux qu'on me pose autant de questions sur le programme alors que cette coalition n'a pas encore vu officiellement le jour. Vous voyez notre appétit à savoir comment... Allez, oui, Europe Écologie Les Verts qui fait moins de 5% à la présidentielle. Du coup, vous n'êtes pas remboursé de vos frais de campagne. Vous avez lancé un appel aux dons. Vous avez récolté, je crois, 2 millions d'euros. Un peu plus de 2 millions d'euros. Un peu plus de 2 millions d'euros. Il vous manque 1 million d'ici 15 jours, c'est ça? Et vous espérez les avoir? Et oui, on se mobilise pour les obtenir. C'est sûr que pour nous, faire moins de 5%, c'est un enjeu d'abord majeur politiquement, évidemment, mais aussi financier, une ardoise de 5 millions d'euros. Et vous l'avez dit, 3 millions d'euros à trouver avant les échéances de mi-mai
Plus de 2 millions d'euros récoltés sur soutenir l'écologie.fr, plus de 40 000 dons. Des dons, vous savez que le plafond est à 7 500 euros. Nous avons reçu 2 dons à 7 500 euros. C'est la première fois de notre histoire. Et une multitude de dons à 3 euros. Parce qu'en fait, quand on fait le calcul, si chaque électeur électrice de Yannick Jadot donne 3 euros, nous sommes tirés d'affaire. Vous remboursez tout. Est-ce que vous en avez parlé avec les Insoumis, par exemple? Est-ce qu'ils pourraient vous aider à faire la jointure si jamais il vous manque ce million d'euros et puis vous pourriez les rembourser après les législatives? Non, on n'a pas du tout pas du tout dans le deal. Dans le deal. Ça ne concerne qu'Europe Écologie Les Verts. Moi, je me réjouis, si vous voulez, parce que nous avons plus de donateurs et donatrices que d'adhérents et d'adhérents. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est une bonne surprise. C'est un fait politique, en fait. Il y a un attachement, je ne donnerai pas son nom, mais il y a une parlementaire MoDem qui a donné. Je l'ai immédiatement remerciée. Elle me disait, voilà, nous avons besoin d'un parti écologiste solide dans le pays. Je ne dirais pas qu'elle vote avec nous tout le temps. Je ne dirais pas que nous avons les mêmes avis. En vrai, nous ne sommes pas vraiment rencontrés. Mais elle dit, c'est important que dans cette démocratie, dans cette République, et avec la charge des accords de Paris, un parti écologiste puisse refleurir. C'est un joli mot. C'est une députée MoDem qui vous a... Parlementaire, je ne veux pas... voilà. Non, mais... Peut-être que vous allez la retrouver si vous vous faites élire dans la circonscription que vous nous avez décrite tout à l'heure. D'Horizon qui a donné, je le remercie. Merci beaucoup en tout cas Brigitte et Steve pour ce débat très animé. Juste un instant, une question, Yves Tréhard va venir nous rejoindre. Vous êtes favorable à ce que les États-Unis livrent massivement les armes à l'Ukraine? Oui. Oui, là, nous l'avons dit, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas le mot du tout Ukraine dans l'accord que vous avez conclu avec France Insoumise. Donc, effectivement, on est un peu troublé. C'est un sujet que vous n'avez pas abordé. Vous restez chacun sur vos positions. Non, mais les aspects internationaux, on l'a dit, les aspects qui relèvent de l'international, c'est, quoi qu'on en pense, dans cette 5e République, une sorte de terrain réservé au président de la République. Moi, j'ai noté les évolutions, puisque vous y venez, de Jean-Luc Mélenchon, les récentes déclarations sur les crimes perpétrés par l'armée russe. Vous parliez de l'interview de Manuel Bompard qui évoquait les livraisons d'armes, y compris lourdes, à l'Ukraine. Évidemment, nous avons appelé immédiatement à soutenir la résistance ukrainienne. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, vous ne changez pas d'un iota. Yves Tréhard, vous le connaissez, bonsoir. 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 Alors, je vous ai écouté tout à fait attentivement et je me disais au fil de la conversation que finalement, c'est un aveu d'échec, votre accord, là. Ça veut dire que vous vous soumettez aux insoumis, d'une certaine façon. Si on égrène toutes les mesures qui ont été détaillées par Elisabeth et mes confrères et consoeurs, vous êtes en situation d'être soumis à la France insoumise, non? Hormis ce mauvais jeu de mots, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail? Oui. Bon, nous voulons une majorité à l'Assemblée. Je crois qu'elle est possible. Donc vous êtes prêt à tout pour avoir une majorité? Certainement pas. Qu'est-ce que nous avons renié, par exemple? Qu'est-ce que nous avons renié de nos ambitions ou qu'est-ce que nous avons renié de nos convictions? Je vous mets au défi. Sur l'Europe, l'islamo-gauchisme. Bon, allez. À moins que vous soyez un peu islamo-gauchiste. Dites-moi, parce que sur l'Europe, j'ai écrit ce livre en 2018-2019. Oui. Qu'a-t-il changé depuis, si ce n'est que toutes les règles austéritaires ont volé en éclats? Je le disais et je vais me permettre de le redire. Nous avons une ambition pour l'Europe qui dépasse le cadre actuel. Aujourd'hui, faire de la politique dans les traités, dans le cadre des traités, c'est compliqué. Il se trouve que tout a volé en éclats. Qui veut que ça revienne au statu quo? Pas nous. Moi, ce que je constate, si vous voulez... Mettez en doute mon projet, mettez en doute mon attachement... On va aller plus loin. On va aller plus loin. Non, s'il vous plaît. Vous mettez en doute mon attachement au projet européen? Oui. Non, mais je le mets en doute un petit peu, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de le renier. Mais je vous défends de le dire, ça n'est pas vrai. Au contraire. Vous n'allez pas me dire le contraire. Au contraire, non. Un exemple. Vous ne pouvez pas dire ça, parce que ça serait malhonnête. Le projet européen. Vous ne pouvez pas me dire que c'est le contraire, puisque vous êtes un Européen convaincu, avec un livre qui vous a quand même, que vous avez écrit avec vos tripes, justement, pour sauver l'Europe. Pour montrer votre attachement à l'Europe. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est absolument pas ça qu'il veut faire. Mais vous en avez discuté avec lui? C'est sortir de l'Europe. Mais bien sûr que non. Par exemple, je prends la campagne des Européennes. Nous avons porté, et j'en suis fier, l'idée d'un nouveau traité européen. Parce que, disons-le, les traités issus de 57, amendés Maastricht et 97, se concentrent sur, on va dire, la concurrence et c'est vrai souvent la privatisation des marchés publics. Nous disons, il faut un nouveau traité pour qu'enfin on prenne en compte les limites planétaires. C'était une proposition de Marie Toussaint dans la campagne des Européennes de 2019. Jean-Luc Mélenchon. Voilà ce que nous voulons faire. Voilà ce que nous voulons faire. Dites-moi que ça n'est pas une ambition pour l'Europe. Dites-moi que c'est pas une ambition pour l'Europe. Il y a une chose qui me... Je peux continuer? Oui, non. 1950. Parce que, attendez, on va avancer. Oui, mais si vous mettez... Moi, c'est important pour moi. Vous avez répondu. Vous avez répondu. Je suis européen, je suis fédéraliste. Alors, je vais aller plus loin. Vous mettez ça en cause, je vais vous répondre. Je vais aller plus loin. Allez. Regardez,
il y a un débat qui dit à droite, eh bien, il y a une digue entre les Républicains et le corps nationaliste représenté par Madame Le Pen et Monsieur Zemmour. Elle a beaucoup sauté cette digue. Vous voyez bien, on est d'accord ou pas avec eux. Dans la primaire de droite, les deux tiers des députés ne veulent surtout pas faire cause commune avec les nationalistes. Monsieur Tréhard. Attendez. Je vais vous répondre alors. Ce que je trouve incroyable, c'est que dans ce pays, vous avez une extrême gauche comme vous avez une extrême droite, et que des partis sociodémocrates, partis socialistes, partis écologistes, le parti radical de gauche qui lui dit « Niet, on ne veut pas aller dans cet accord en question parce qu'on ne partage pas du tout les mêmes valeurs ». Comment vous expliquez que cette digue, eh bien, on en fasse peu de cas à gauche? Attendez, excusez-moi, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan... Ah, alors ça c'est le discours... Non, mais ok, venons. La primaire de droite, si vous vous souvenez, et c'est intéressant que vous parliez d'Europe, parce que moi j'ai entendu les candidats... Parlez-moi de la gauche. Non, les candidats comme Barnier, comme Valérie Pécresse, comme Éric Ciotti, envoyer valdinguer tout l'acquis communautaire. Alors il fallait sortir... Oui. Ah ben non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Parlez de la gauche. Parlez-vous de nous, parce que de toute manière, ils ont pris engagement de se présenter sous leur étiquette sans faire alliance aux législatives, sauf les canards boiteux. Souffrez que je vous réponde, mais que je puisse vous objecter que moi j'ai entendu dans la primaire de droite des idées d'extrême droite. Bon. Mais là, factuellement, il n'y a pas d'union. Factuellement, il n'y a pas d'union. À gauche et avec les écologistes, nous organisons une coalition. Alors, on va aller plus loin. Qui porte sur le rétablissement des services publics, qui porte sur l'application des accords de Paris, qui porte sur la rénovation thermique. Vous pouvez appeler ça l'islamo-gauchisme, ça veut rien dire en fait. Parce que je vais vous en parler maintenant. Ah, très bien. Julien Bayou, vous êtes juriste, vous êtes avocat. Comment vous pouvez accepter qu'hier et ce matin, des députés et des élus de la France Insoumise, après les désordres dans la rue et les violences qu'il y a eu avec des gens qui s'en sont pris aux pompiers. Absolument scandaleux, oui, j'ai vu ces images. Ah oui, et comment vous pouvez pactiser avec des gens qui condamnent le préfet de police de Paris, mais qui ne disent rien des casseurs? Non mais alors attendez, je comprends, c'est marrant parce que... Et comment vous pouvez faire attendez, ça? je vais vous répondre, mais j'ai quand même l'impression des fois que je suis avec des fois c'est un journaliste, des fois vous êtes quasiment homme politique. Ah non. Ah bah si, excusez-moi. Gardez-moi comme journaliste. Moi, ce matin, et à vrai dire d'hier soir, quand j'ai vu ces images de cette femme qui s'en prend un pompier, moi je condamne toutes les violences d'où qu'elles viennent. En particulier quand elles concernent des personnes qui mettent leur vie au service du bien public. C'est les policiers et évidemment les pompiers. Quand j'ai vu cette agression, c'est vraiment, c'est honteux. Voilà. Et effectivement, les casseurs, de plus en plus, dans les manifestations, fait qu'en fait, on ne parle plus de la marche ou de la fête des travailleuses et des travailleurs. Ces idiots utiles, ces casseurs décérébrés font extrêmement de tort. Ils s'en prennent au bien public, ils s'en prennent aux personnes. Et par ailleurs, prenez au préfet de police de Paris comme monsieur Bompard ou monsieur... Je trouve qu'effectivement, nous avons un problème de maintien de l'ordre. Alors pourquoi? Est-ce que ça vous surprend? Oui, mais est-ce que vous condamnez Est-ce que ça vous surprend que je dise qu'il y a un problème de doctrine de maintien de l'ordre, puisqu'en Angleterre ou en Allemagne, il est possible de manifester alors que c'est plus difficile en France. Convenez que le 1er mai un peu traditionnel que moi j'ai pu connaître, que les jeunes générations peut-être ne connaissent plus et que vous, sans vous faire offense, vous avez connu. Oui. Le 1er mai, vous pouvez manifester en famille sereinement. Depuis 2016, c'est devenu très compliqué. Il y a une difficulté du maintien de l'ordre, évidemment. Il y a bien sûr la première et entière responsabilité de ces casseurs. Mais il y a un sujet de maintien de l'ordre, oui, effectivement. D'accord, mais alors pourquoi vous ne... C'est d'ailleurs contesté... Pourquoi vous ne le dites pas et pourquoi vous ne vous désolidarisez pas des propos de la France Insoumise qui sont des propos extrêmement violents pour vous ne m'avez pas écouté ce matin, c'est certainement pour ça, et je ne vous en veux pas. Moi, j'ai commencé par, bien sûr, dénoncer les violences, et je le redis, d'où qu'elles viennent. Est-ce que ça vous choque? La question, c'est est-ce que ça vous choque quand Jean-Luc Mélenchon, lui, ne condamne pas? Je ne suis pas commentateur des tweets. Il a dit ras-le-bol. Et il disait ras-le-bol des casseurs. D'invisibiliser. Non, ras-le-bol des casseurs. Bon, moi, si vous voulez que je commente tous les tweets, on prendra plus de temps. Ça n'est pas mon job. Alors, je ne suis pas le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Je conduis une coalition. J'ai l'honneur de conduire les écologistes dans une coalition. Compte tenu de tout ça, nous voulons contribuer à mettre sur pied un programme ambitieux pour le pays, sur les salaires, sur le climat, sur l'égalité. Voilà l'enjeu. Et compte tenu de tout ça, est-ce que vous êtes sûr que votre base, qui a voté, certes, tout le monde est d'accord? J'ai le nom, par exemple, de Marine Chailloux à Argenteuil,
qui a dit non, moi cet accord ça me convient pas du tout. Elle devait être candidate aux législatives dans cette circonscription du Val d'Oise, si je ne m'abuse, et finalement elle se retire, elle dit non, moi dans ces conditions je ne veux pas pactiser avec la France insoumise, avec laquelle je ne partage pas les mêmes idées. Là pour le coup je ne sais pas qui c'est. Ah bah. Donc ça m'embête parce que évidemment vous trouverez quelqu'un toujours, mais je ne sais pas qui c'est. Ouais. Et si elle était effectivement désignée candidate sur une circonscription qui ne revient pas dans l'accord, je peux comprendre qu'elle en soit un peu frustrée. Il n'y a pas une partie de votre électorat qui risque de voter Emmanuel Macron? Non, attendez, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette personne avant? Non, mais je le sais parce que je travaille, donc c'est mon métier d'aller voir. Si vous voulez, pas... Et moi, je peux vous trouver aussi des gens qui ont dit oui. Est-ce que ça... Je la fréquente pas tous les jours, cette dame. Hein. Vraiment, Monsieur Traire, sans vraiment remettre en cause la qualité de votre travail. Si je vous trouve 2 personnes qui disent qu'elles sont contentes, vous allez dire que ça fait 2 contre 1? C'est pas sérieux. Et en l'occurrence celle du Figaro, puisque c'est à la base d'une enquête. Oui, mais est-ce que c'est très sérieux? Est-ce que c'est très sérieux? Est-ce que c'est très sérieux de prendre appui sur une personne dont vous n'avez jamais entendu parler? C'est très sérieux quand vous avez un article dans un journal qui va paraître demain où on vous cite des élus. Alors voilà Europe Écologie Les Verts qui disent nous ne voulons pas participer à cet accord et donc dans ces conditions eh bien on ne se présentera pas sous la bannière. Surtout s'ils ne sont pas investis effectivement. Voilà. Surtout si attendez, non mais ils refusent l'investiture. Pardon, s'il vous plaît. S'ils ne sont pas investis, vous comprenez. Attendez. Non mais vraiment je vous réponds 2 points. Vous pensez que c'est parce qu'ils ne sont pas investis? Bah écoutez c'est. Mais au-delà de la. Non mais attendez, on n'a jamais entendu parler de cette personne. Vous nous demandez de répondre. Je ne la connais pas. Elle est certainement parfaitement. Vous allez. Donc vous avez répondu. On va passer à la question suivante. Non, donc vous avez répondu. S'il vous plaît, si elle est écologiste, elle est super. Maintenant, la réalité et les faits sur lesquels nous pouvons prendre appui, c'est un mandat de 95% de mon Conseil fédéral. Et ça c'est pas j'ai rencontré quelqu'un, c'est le Parlement interne de mon mouvement. C'est dit. D'accord. Parlement. Mais on parlait des électeurs. Mandat, 95%. Vous savez, des fois, nous on vote, la démocratie interne, on y croit. Ça vaut beaucoup plus, excusez-moi, que tous les petits micro-trottoirs que vous avez pu faire. D'accord. Bien répondu. Très bien pour les journalistes. Mais est-ce que vous n'avez pas peur avec cet accord-là qu'une partie de l'électorat, j'entends là, une partie de l'électorat qui voyait d'un bon œil M. Jadot, d'ailleurs, qui lui convenait, même si le score n'a pas été extraordinaire à la présidentielle, il se déporte vers vers la majorité présidentielle actuelle. Mais écoutez, la difficulté, c'est que le président promet beaucoup et déçoit tout le temps. Et si on est écologiste, on ne peut pas être satisfait du mandat qui s'est écoulé. Et si on est écologiste et un tout petit peu charpenté, on ne peut pas s'attendre à ce que ça s'améliore. Toutes les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais simplement nous on a déjà payé pour voir que ces promesses c'était du vent. On a déjà vu le grand débat à l'issue des Gilets jaunes, 500 000 contributions sur l'environnement et finalement un débat sur l'immigration. On a déjà vu la Convention citoyenne pour le climat, 149 propositions installées par le président lui-même qui voulait les reprendre sans filtre et qui les jette à la broyeuse. Nous avons déjà vu l'interdiction de la chasse traditionnelle et particulièrement cruelle à la glu et le président lui-même qui a écrit aux chasseurs pour leur dire promis dans le quinquennat, je l'ai rétabli, attendez, ça va vous plaire, contre la jurisprudence européenne. Nous respectons l'état de droit européen. Autre question. Nous respectons l'état de droit européen. Autre question. L'état de droit européen nous dit on en finit avec la chasse traditionnelle, nous le ferons. Autre question. Et c'est la dernière. Je vous écoute depuis le début, que vous êtes en politique, et je sais votre attachement à la lutte anti-nucléaire. Oui. Vous allez avoir un partenaire bientôt, là, si ça marche cette nuit, qui s'appelle Fabien Roussel, qui représente le Parti communiste et qui dit « Moi, je suis pour le mix énergétique, je veux du nucléaire ». Comment ça se passe? Alors, vous avez 30 secondes, pardon, je suis désolé, Julien. Nous avons acté la sortie progressive du nucléaire. Personne ne dit sortie demain. La réalité, c'est que nous avons quoi? 40% des réacteurs à l'arrêt. Si les réacteurs sont à l'arrêt, c'est pas de notre fait. C'est parce qu'ils sont inspectés par l'autorité de sûreté du nucléaire. C'est pas fiable le nucléaire. Et c'est pas l'indépendance énergétique. La véritable indépendance énergétique, c'est les énergies renouvelables. Nous voulons nous donner les moyens, avec cette coalition, d'aller chercher le 100% énergie renouvelable. Et ça passe aussi par la rénovation thermique. Voilà l'enjeu. Voilà votre matériel électoral, il aura... l'accord. Votre matériel électoral, il aura je vois que vous avez hâte. Oui, non mais moi aussi. La tête de Jean-Luc Mélenchon. Nous en déciderons, vous verrez ça en mai. Je sais que vous avez hâte. La campagne ne fait que commencer. D'ailleurs, n'a pas été tout à fait lancée. Rendez-vous samedi, le 7 Merci pour cette mai. Merci à vous, en tout cas, Julien Bayou. Parce que vous êtes fatigué, vous êtes crevé, vous n'avez presque pas dormi, vous êtes venu et vous y retournez, mais on vous sent dedans. Et prêt à continuer une négociation. C'est un moment passionnant. Merci d'avoir été notre invité dans